C'est bon. Rebonjour à toutes et tous pour ce dernier temps d'échange de notre matinée autour du partage des données de santé. Alors, on va rentrer dans un échange un peu plus pratique, on va dire, sur la notion de construction, hein. Comment est-ce qu'on construit un projet de partage de données de santé? Il y a des standards à respecter, bien entendu. Quels acteurs on mobilise? Quelle méthodologie on utilise? Et quels facteurs de succès, quels indicateurs de réalisation on met en place et on surveille pour attester que ces projets de partage de données apportent de la valeur supplémentaire au système de santé. On va le voir notamment à travers des expériences de plateformes de données hospitalières, mais également, bien entendu, avec l'étude Vivre Covid, qui est portée par France Asso Santé. Je vous présente nos intervenants. Arthur Dauphin, vous avez vu tout à l'heure, chargé de mission numérique en santé à France Asso Santé. Hervé Servi, directeur technologie et méthodologie chez, si on peut me remettre éventuellement c'est plus simple, juste voilà. Voilà, technologie et méthodologie, c'est Sanoya. Katia Bénard, participante à l'étude Vivre Covid-19. Jean-Louis Fraisse au milieu, membre du conseil scientifique de tous partenaires Covid, David Mallet, directeur de la recherche clinique au CHU de Rouen, Emmanuel Tixier, directrice de l'aménagement numérique, coordination du Data Lab Normandie, qui est en distanciel. Bonjour Emmanuel, vous nous entendez, je pense. Et Gérard Le Goff, membre de France Rhin-Bretagne et représentant des usagers au CSE du GCS Hugo. Arthur, on commence avec vous. Vous allez nous parler rapidement de la genèse de Vivre Covid qu'a évoqué Gérard, hein, dans ses grands principes tout à l'heure, mais vous allez expliquer comment vous l'avez élaboré. Alors oui, c'est vrai que Gérard Raymond a eu l'occasion de rappeler quelques grandes lignes, alors sans spoiler, mais c'est vrai que c'est le titre de l'événement, ça reste Séminaire Vivre Covid-19, et donc c'est vrai que c'est un peu un prétexte finalement de ces 2 ans de travaux, de projets, qui est un exemple vraiment très concret, très pratique finalement de comment le partage des données de santé peut être initié, peut être à la main des citoyens, des usagers surtout, et des associations, et en quoi ça peut être bénéfique justement, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc, c'est vrai que Gérard l'avait dit tout à l'heure, il y a eu une vraie intuition dès le départ de se dire cette crise sanitaire, elle va nous impacter de manière assez durable, et puis de manière peut-être plus forte, nous, patients chroniques, personnes qui vivent avec le handicap. Et donc, il y a eu cette question qui a émergé de manière du coup interassociative, et de se dire on a besoin de faire remonter ce qui se passe sur le terrain, comment les usagers le vivent, pour mieux le prendre en compte, mieux les accompagner. Et donc, il y a vraiment eu ce besoin. Et c'est vrai on n'a pas de pôle de laboratoire méthodologique, épidémiologique, statistique, hein, France Asso Santé. Alors, on a des associations qui sont équipées quand même de compétences aussi dans ces domaines-là. Ce n'était pas notre cas. Et donc, c'est vrai qu'on s'est vite tourné vers le Health Data Hub qui a su vraiment nous accompagner et être un support vraiment pour opérationnaliser très vite finalement cette étude, parce qu'on était en crise sanitaire, et donc il ne fallait pas qu'on attende non plus 6 mois pour commencer à récolter les premières données et regarder ce qui se passait. On a bénéficié, et je le remercie encore, du soutien et du support d'Hervé chez Sanoya, sans qui effectivement l'étude elle n'existerait pas non plus, parce qu'elle ne serait pas faite très concrètement. Et puis je le remercie encore pour l'aide sur l'organisation de cet événement qui est très riche. Donc, on a pu compter sur ces partenaires qui nous ont permis de mettre très vite le pied à l'étrier, en fait, finalement, et aussi qui ont répondu présent quand on a dit nous, il faut, entre guillemets, que les associations, elles participent, que la voix, elle soit entendue, que ce soit qu'on construit. Et donc, tous ensemble, il y a vraiment, on a créé les conditions pour, en tout cas, que tout le monde respecte ces règles du jeu-là, et qu'on puisse le faire. Merci beaucoup, Arthur. Hervé, justement, alors, Arthur a salué, hein, la robustesse de l'étude. Comment vous l'avez construite? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle expertise vous avez apportée pour que ce soit, je dirais, un outil aux résultats probants et durables? Je pense il y a peut-être, avant de finalement parler de comment on est arrivé, je pense qu'il faut ressouligner que Vivre Covid aujourd'hui est un succès parce qu'il y a plus de 5400 personnes qui donnent du temps. Katia en fait partie. On a plusieurs milliers de personnes chaque mois qui répondent à un certain nombre de questions. 80% des questions sont communes à tout le monde. À peu près 20% sont adaptées en fonction de votre situation, handicap, quelle pathologie. Parce que ça a été ça, la beauté de la construction. C'est chaque association a amené les problématiques importantes. Parce que la problématique d'une personne avec une insuffisance rénale qui doit aller en centre de greffe n'est pas la même que quelqu'un qui a un traitement
chronique, quotidien à apprendre et qui peut craindre des problèmes d'approvisionnement. Et c'est avant tout ça, parce que vivre Covid, c'est surtout des millions de points de données. On vient d'ailleurs d'avoir les autorisations réglementaires pour continuer l'étude, parce que les premiers résultats montraient que certains phénomènes que l'on redoutait, effectivement, notamment de manque de répit vis-à-vis de l'anxiété du climat sanitaire, se confirment. Et l'étude devait s'arrêter, effectivement, dans les prochaines semaines. Donc, les autorités réglementaires nous ont autorisé encore 1 an, ce qui va faire encore plus de données à traiter, notamment par nos amis de Santé publique France. Je vous interromps, Hervé, mais notamment sur la notion de Covid long, par exemple, ou pas? Pas spécifiquement sur le Covid long. Le but de l'étude est véritablement plutôt sur l'anxiété, les difficultés à conduire un certain nombre d'activités, les difficultés à accéder à des soins, des éventuels renoncements aux soins. Le statut Covid, bien sûr, a été pris en compte. Je crois, mais me rappeler effectivement qu'il y a quelque chose qui peut permettre à une personne d'exprimer qu'il y a un certain nombre de faisceaux de symptômes qui perdurent après le Covid. Mais pour revenir sur la construction, finalement, ce qui a été intéressant, pour nous, qui modestement donc avons contribué, c'est déjà une médiation. C'est-à-dire parce qu'une étude, c'est faire concilier du réglementaire, de la science, et que finalement aussi que ça serve les patients et que ça réponde, que ça interroge des spécificités qui parlent aux patients. Et donc, ça a été là, effectivement, une de nos premières valeurs ajoutées, de faire de la médiation. Et puis, vu qu'on est en 2022, qu'on venait de se confiner, enfin maintenant en 2022, mais à l'époque en 2020, qu'on venait de se confiner, tout le monde était en train d'apprendre à utiliser Zoom et Google Meet, de dire, c'est une étude qui doit être hautement numérique. Donc, notre rôle était aussi de dire qu'est-ce qui est faisable, sans arriver dans la gadgetisation, et puis qu'est-ce qui est éthiquement et d'un point de vue privacy by design, comme diraient nos amis de la CNIL, acceptable, et ce qui est l'état de l'art. La deuxième chose qui a été, effectivement, je te remercie, souligné, c'est qu'on a amené un savoir mettre en œuvre. Parce que nous, notre boulot, c'est finalement poser les câbles là où quelqu'un nous dit je veux qu'on électrifie dans cette direction. Savoir-faire, ça a été rapidement mettre au point un protocole. Là-dessus, je devrais souligner que le CPP Île-de-France 11, j'envoie un énorme kudos, sont des gens extraordinaires. Comité de protection des personnes, effectivement, ce sont des gens bénévoles qui sont les garants de l'éthique des recherches. Et pendant la période Covid, ça a fait partie des CPP extrêmement impliqués à faire des séances le 8 mai. Qui sont allés beaucoup plus vite que d'habitude. Qui ont été extraordinaires, parce qu'ils savaient qu'ils étaient nécessaires à ce que les autorisations de recherche se mettent en œuvre. À informer le patient et mettre en œuvre la plateforme sécurisée qui répondait, j'ai envie de dire, aux attentes, effectivement, du promoteur, donc France Asso, qui souhaitait documenter comment vivaient finalement les patients ces périodes-là. Et puis, un troisième point qui est hyper important, à mon avis, c'est l'acculturation. Parce que finalement, faire ce projet, ça a été déjà, je pense, un des premiers projets, j'en dirais presque, hyper collaboratifs. Beaucoup d'associations qui doivent, en un temps record, se mettre d'accord sur ça, c'est le corpus commun des questions. On a dit qu'on n'y touchait plus. Ça, c'est les parties. Les aider aussi à se dire, vous avez 5, 6 questions. Je vais en mettre 10. Non, voilà, les aider à trouver les bonnes. Leur dire aussi, mais attendez, il faut que ces questions soient après analysées. Donc, il ne faut pas des questions ouvertes. Voilà, donc il y a une énorme acculturation. Combien d'associations en tout, Hervé et Arthur? Je dirais à peu près une vingtaine d'associations ont activement contribué. Il y a aussi une acculturation à des nouveaux dogmes. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des difficultés d'accès aux données. Il y a une charte éthique de vivre Covid. Les données sont en open data. À toute association qui en fait juste la demande auprès de France Asso Santé. Allez voir la charte éthique, elle est publique. Le protocole est public. Si moi je fais la demande, je peux alors peut-être pas vous, parce que vous n'êtes pas encore une association à vous tout seul, mais bientôt peut-être. Mais dès le début, par exemple, le protocole est public. Trouvez des recherches dont le protocole de recherche de 100 pages est disponible sur Internet. C'est aussi une volonté de dire on va faire de la recherche un peu nouvelle. Voilà, on va la faire un petit peu différemment. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a eu, notamment c'est une initiative d'une personne qui était extrêmement présente au début, je t'en remercie, c'est Caroline Guillot de la direction citoyenne du HDH, parce que ça fait partie des personnes sans qui ce projet n'existerait pas. On est en train de monter des formations citoyennes, c'est-à-dire dans le cadre effectivement des missions du HDH, il y a un certain nombre d'actions d'information et de formation. Et il y en a spécifiques à vivre au Covid, parce que c'est un retour d'expérience sur comment, effectivement, le milieu associatif peut se lancer dans une recherche impliquant la personne humaine, prospective, longitudinale, réglementairement solide, méthodologiquement solide, et avec c'est général, une grande quantité de données. C'est une première, si je comprends bien. Voilà, je ne suis pas compte de tout. Ouais. Mais je trouve qu'un des succès de Vivre Covid, c'est soit énormément de données, c'est un grand nombre d'analyses qui vont encore être faites, mais c'est surtout aujourd'hui qu'on voit déjà l'engouement d'autres associations de patients. On est modestement impliqué justement dans dire, tiens, nous aussi, finalement, on se dit, et pour reprendre le point de partenaire d'association, de dire c'est de la démocratie sanitaire, ça fait partie de nos responsabilités aussi,
d'associations de produire de la donnée. On voudrait la produire de la même manière, aussi bien que Vivre Covid, c'est-à-dire clean à tous les points de vue pour protéger le patient et pour être vertueux. Hervé et Arthur, 3 indicateurs, 3 résultats qui sont illustratifs des enseignements précis que peut apporter cette étude. Alors, ça va paraître un peu… mais je pense qu'un résultat en soi, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas un grand séminaire pour détailler tous les résultats parce qu'on n'a pas l'analyse de ces millions de points de données. Mais c'est ce qu'a un petit peu évoqué Hervé, c'est cette doctrine éthique qui est un livrable en soi qui est, je pense, formidable de dire dès le début, en fait, on a dit on va mettre le protocole en libre accès. Dès le début, on a dit il y a une volonté d'ouvrir les données. Dès le début, on a dit on veut organiser un accès partenarial aux données et c'est ce qu'on essaye de faire en travaillant avec Santé publique France et on les remercie encore. Elles sont là aujourd'hui, en tout cas, du travail qui est engagé et qui, j'espère, va aboutir très vite. Et le fait d'avoir cette doctrine qui comporte 5 points, qui comprenait la co-construction des questionnaires avec les associations, l'accompagnement à la diffusion des résultats aussi, c'est un livrable qui est, à mon sens, vraiment je dirais dire extraordinaire sans se jeter des fleurs, mais qui est vraiment significatif parce que ce n'est pas juste des principes éthiques qui disent, voilà, de point de vue général, comment on veut encadrer cette étude. C'est 5 points qui sont très opérationnels et qui disent très concrètement, on a des points de plaidoyer autour de l'ouverture des données, de toutes ces choses-là. On va le faire. Nous, on construit cette étude et très concrètement, on s'engage à le faire sur le terrain et à montrer que c'est possible, que c'est faisable et en quoi ça va participer, ouvrir les données. Alors, c'est bien pour la recherche et puis pour acculturer l'ensemble de notre réseau et puis le plus grand public aussi. C'est important de pouvoir montrer que en fait, c'est intéressant de le faire, on peut le faire et puis regarder à quoi ça ressemble des jeux de données, etc. D'accord. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui le résultat, en tout cas, qui est un peu majeur, entre guillemets. D'accord. Mon meilleur résultat, j'ai envie de dire, c'est Katia. C'est Katia. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été dans le concret, c'est-à-dire qu'on a été dans l'action, c'est-à-dire qu'on a permis, on avait à peine démarré le confinement, quelques semaines après, on commençait à interroger les premiers patients, on avait les autorisations réglementaires. On n'a pas mis 2 ans à concevoir cette étude, on a mis quelques semaines. Elle est en perpétuelle évolution, elle dépasse le succès, peut-être qu'on peut dire qu'au départ, on imaginait. Et la preuve, c'est que des personnes, ils voient un intérêt, ils croient, sont rassurés par les garanties et se disent je vais amener ma pierre à l'édifice de l'épidémiologie publique parce qu'effectivement… Excusez-moi Hervé d'insister, mais est-ce que par exemple vous avez construit une sorte d'échelle de degré de l'anxiété oui, voilà. Tout à fait. Donc alors, on ne peut peut-être pas donner de chiffres, mais c'est pour qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est passionnant et justement on a besoin de la puissance de santé publique parce qu'en fait, le fait que vous exprimez de l'anxiété peut dépendre de beaucoup de choses. Bien de sûr. Votre âge, bien de sûr. votre sexe, de votre profession, de votre lieu d'habitation. Je suis de Marseille, donc je ne parle pas du Nord qui commence des à… Des résultats de l'Olympique de Marseille. Non, voilà. De bien sûr vos pathologies. Il y a effectivement globalement des phénomènes, comme je disais, mais qui justement vont être confirmés parce que c'est ça qui va être passionnant. C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est une question de maladie, c'est une question de revenus, c'est une question de la taille de l'habitation où vous habitez? Parce qu'on demande effectivement, parce que c'était complètement différent de vivre le début de la crise sanitaire dans un appartement de 20 mètres carrés versus une maison avec jardin. Globalement, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, parce que c'est une des forces de la cohorte, c'est qu'on a une population contrôle, c'est-à-dire de gens qui n'ont aucune maladie chronique connue, ni aucun handicap déclaré. Et on voit que cette population de contrôle, finalement, est aussi anxieuse quand, entre guillemets, les cas étaient très forts. Voilà. Mais par contre, quand les cas ont baissé, notamment les été 2020, été 2021, la population, entre guillemets, sans maladie, arrive à des niveaux d'anxiété très bas, à l'inverse de la population chronique. Et ce qui nous a poussé aussi à prolonger, c'est que l'on voit récemment, parce que finalement, tout le monde commençait un petit peu à baisser son anxiété, et puis là, avec la levée des mesures sanitaires qui ont commencé en février, on voit une certaine catégorie, effectivement, de patients chroniques qui commencent à remonter effectivement dans leur anxiété. C'est très intéressant. Voilà. Ouais. Et c'est là que ça commence à avoir de très intéressants données. Mais l'étude va surtout servir l'après, c'est-à-dire demain, si on a un nouveau problème sanitaire, quelle est la première population qui va en souffrir? Quelle est la première population qui va D'où l'intérêt pour Santé voilà. publique France. Hein, Tout à fait. On va avoir des données absolument nouvelles sur l'impact psychosocial de ce type d'événements sanitaires sur des catégories de population comme les malades chroniques versus le reste de la population, par exemple. Hein.
Complètement, Voilà. c'est exactement ça. Et surtout de voir que parfois, les malades chroniques, ce n'est pas ceux auxquels on s'attendrait C'est ça. d'exprimer. Voilà, et c'est ça qui va être passionnant à voir. D'accord. Katia, si vous voulez bien, alors peut-être nous dire pourquoi vous avez accepté de participer à Vivre Covid et qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est tous les jours? Quelles questions on vous pose et comment vous le vivez? Alors, moi, je suis sensibilisée à la santé d'une manière générale. Bon, je suis malade, voilà. Mais pas du tout, je travaille pas du tout dans le monde de la médicale, santé, ni rien. Je suis plutôt dans l'énergie. Mais je suis sensible à la recherche, très sensible à la recherche. Et pourquoi j'ai accepté? Voilà, pour ces raisons-là. Et ce que ça me demande, c'est juste chaque mois de répondre à des questions simples, efficaces, et puis que je peux faire quand je veux parce que c'est en ligne, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Enfin voilà. Les dernières questions auxquelles vous ayez répondu, par exemple, pour qu'on ait une idée. Ah oui, donc ça Ouais. demande des questions, voilà, sur pas mal de questions sur mon état d'esprit, mon bien-être, mon anxiété, l'accès aux soins également. Est-ce que j'ai des difficultés à accéder aux soins ou est-ce que de moi-même, je n'y vais pas voilà, ça tourne autour de ça, globalement. D'accord. Et voilà, c'est rapide, enfin, ça ne demande pas un effort. C'est ça, ça prend pas une heure. Non, les questions, elles sont vraiment simples, quoi. Donc, D'accord. ouais, non, ça ne demande pas beaucoup de temps et voilà, une fois par mois. Est-ce que vous avez demandé des garanties sur la robustesse et l'utilité de l'étude et est-ce que vous en avez été satisfaite si c'est le cas? Alors, je n'ai pas demandé, Ouais. mais si j'ai participé, c'est parce que voilà, c'était porté par un promoteur associatif public, qu'il y avait derrière la charte éthique. Voilà, je me suis pas. Oui, mais j'ai rien demandé, mais c'était transparent là-dessus. Donc, c'était rassurant d'un point de vue citoyen. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut, selon vous, vous apporter à vous et de façon plus large à la communauté des patients? Alors, à moi, c'est plus vraiment dans un état de collectif. C'est ça. Parce que c'est l'apport d'une donnée personnelle multipliée par 1000, je sais pas, voilà, 5400. qui va permettre d'apporter des données aux chercheurs et à l'État, au collectif, aux politiques même, hein, pour gérer d'autres crises. Voilà. J'espère qu'il n'y en aura pas Bien d'autres. sûr. Mais si jamais, voilà, ou même, voilà, apporter une connaissance, en tout cas, de l'état d'esprit des malades, des patients, Bien sûr. ce sujet-là. On sait qu'une des difficultés, Hervé et Arthur, dans ce type d'études qui sont sur le long terme, hein, c'est d'avoir l'adhésion et la participation tout au long du processus. Est-ce que vous avez réussi à tenir vos troupes en la matière en termes de participation au questionnaire? Katia, vous répondez encore? Ah bah voilà, c'est fait. C'est une très jolie histoire parce qu'en fait, on a rencontré Katia parce que c'est une des personnes, Dieu merci, pas eu beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait un trop mauvais travail. Ils nous ont contactés parce qu'il y avait une question qui leur paraissait un petit peu illogique, il y avait ce qui leur semblait être un défaut. Et effectivement, donc là, il y a eu à sa demande une levée d'anonymat parce qu'elle nous a contactés en disant, bah voilà, je m'appelle Katia, il y a un truc qui ne me paraît pas cohérent. Et d'ailleurs, nous a permis de découvrir, ah oui, qu'il y avait un petit défaut résiduel. Dans certaines situations, une question ne pouvait ne pas s'afficher. Voilà. Et c'est de là, effectivement, qu'est venu. Et ben, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en surveillant et en étant à l'écoute, en regardant aussi, tiens, ce mois-ci, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Ou, tiens, ah zut, les gens ont tendance à s'arrêter à cette question. Ah oui, cette question commence finalement à plus être, où est-ce que vous vous confinez? Oui, il n'y a plus de confinement. Oui, donc on va peut-être effectivement la retirer. Donc, c'est en étant attentif. Après, cette étude, vue dans son côté hyper collaboratif, a été aussi finalement a reçu quelques soutiens, j'ai envie de dire, de personnes publiques, l'assurance maladie, même j'ai fait une activité Amélie dessus. Et on est surpris aujourd'hui on a quand même un très bon taux, ça s'appelle de rétention dans le domaine. Il y a à peu près la moitié, j'ai envie de dire, des patients qui continuent à participer. J'ai envie de dire, l'avantage du Covid, c'est qu'on en reparle régulièrement, donc ça rappelle. Mais finalement, ce projet est surprenamment, les gens se sentent engagés et voilà, et utiles. Donc, à bientôt pour un deuxième échange sur les suites de Vivre Covid. Merci à tous les trois. On n'a rien oublié? Non? Pas. D'accord. Merci. Si vous êtes d'accord, on va peut-être partager un deuxième projet de partage des données sous une autre forme. Avec vous, David Mallet et Emmanuel Tixier, donc à l'échelle de la région Normandie, et qui fait l'objet d'un partenariat entre le Health Data Hub
et le Data Lab Normandie qu'on évoquera peut-être dans un deuxième temps. David Mallet, parlez-nous peut-être du projet d'entrepôt de données de santé au niveau du CHU de Rouen, un hôpital dont on sait qu'il est depuis longtemps pionnier dans tout ce qui est information médicale. Alors, pourquoi cet engagement et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez raison de commencer par ce point. C'est qu'au final, le CHU de Rouen avait engagé une démarche il y a plus de 20 ans, donc sur un catalogue qui s'appelait le SISMEF, pour ceux qui le connaissent. Et je pense qu'il reste encore un outil de référence. Et donc, ce catalogue et index, finalement, ça renvoie à la question que vous posiez sur ce que c'était qu'un entrepôt. C'est bien de classer, de ranger des informations qu'on peut ensuite partager utilement avec toutes les précautions entre experts ou entre citoyens. Et donc, cette expérience, cette expertise, elle a été forcément clé pour développer, alors on l'appelle ETSAN pour Entrepôt de données de santé de Normandie. Donc, c'est que et ça rejoindra sans doute des interventions, notamment d'Emmanuel Tixier. On a l'idée qu'un entrepôt, il n'est pas cantonné à un seul établissement dans son territoire. Et en plus de cette expertise qui est vraiment indispensable, il faut une volonté institutionnelle forte. Là aussi, ça a été évoqué par un certain nombre d'intervenants toute la matinée. En l'occurrence, donc, notre direction générale a donné l'impulsion. Et puis, il faut qu'une direction de la recherche, une direction du système d'information. Alors, un personnage qui est devenu clé, et je pense que pour tous, on mesure l'importance du métier, c'est le DPO, le DPD. Je ne sais pas comment chacun Imposé souhaite par les le appeler. RGPD, si je ne m'abuse, notamment. C'est ça. Pardon ? Imposé par le RGPD. Tout à fait. Voilà. Et c'est devenu, je pense, vraiment la plaque tournante et l'interlocuteur pour beaucoup d'acteurs. Et puis, donc, il nous a fallu aussi et avant tout une autorisation CNIL qui a été obtenue donc, en fin d'année 2020. Et c'est donc l'élément déclencheur pour pouvoir travailler, partager, développer des projets. D'abord et avant tout sur des projets de recherche, parce que c'est un entrepôt de données de santé hospitalier dans ce but de proposer aux patients les meilleurs thérapeutiques, les soins les plus innovants, d'être aussi dans ce qu'on a précisé justement au tout début d'intervention sur la médecine de précision, médecine personnalisée. Et donc, c'est un entrepôt qui peut aussi avoir d'autres finalités que la recherche, tout en restant, bien entendu, dans le respect strict du cadre réglementaire. Bien sûr. Alors, ce n'est pas simplement un outil, c'est un vrai projet d'amélioration globalement de l'hôpital, de la relation aux patients, de l'information fine sur ce qui se passe dans la région et dans l'interrégion globalement. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de fermé, c'est-à-dire qu'on est dans une approche du partage. Mais alors justement, ce partage, il s'exprime comment? Est-ce que des associations locales peuvent demander à accéder à des données de cet entrepôt? Comment est-ce que vous concevez cette notion de partage, justement? Alors, elle est en construction et justement, je pense que c'est une question à la fois importante et intéressante et révélatrice de la démarche. C'est que une autorisation CNIL, c'est une excellente chose. Donc, il faut pouvoir informer et rapidement, au niveau du groupe de travail qui a pris en charge le sujet, on s'est rendu compte que si c'était faire une simple information parce qu'il y a une obligation légale et réglementaire, c'est certes une excellente chose, mais que ce n'est pas comme ça qu'on peut porter une dynamique et s'ouvrir sur les patients, sur aussi la médecine de ville, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est aussi Si, on peut y extrêmement revenir. important. Complètement. Et là aussi, moi, je rejoins les remerciements à Caroline Guillot, parce que grâce au Health Data Hub, à toute la dynamique qu'elle a su nous impulser, on est passé d'une notion d'information à une notion de construction partagée C'est ça. et de développer donc le projet. Alors, ça peut paraître un petit projet, mais je pense aussi que justement, on a besoin de petits pas pour aboutir à des sujets plus ambitieux. C'est d'aboutir à des affichettes qui soient à la fois compréhensibles et exhaustives pour les patients, pour leurs proches,
Je rejoins tout à fait ce C'est ça. qu'expliquait C'est une affiche pour faire la Ouais. promo de l'entrepôt de nos santé ou pour donner des retours d'informations sur des informations que vous avez pu constater grâce à ces données? Alors, on est dans le premier temps de l'information. Mais voilà, je pense effectivement que c'est une démarche qui n'a pas trouvé encore son terme et qu'on chemine justement dans ce cadre-là avec une approche citoyenne qui est extrêmement intéressante. C'est quasiment un peu sociologique aussi, je pense, par rapport à comment on se positionne par rapport à ces données de santé pour la collectivité et comment on veut être utile. Et voilà, enfin, je pense C'est que ça. c'est… Est-ce que l'idée, c'est aussi d'y intégrer des données d'expérience patient après l'hôpital? On sait qu'une des difficultés des médecins et des services hospitaliers, c'est de perdre de vue le patient qui sort et pour lequel on n'a pas toujours un retour d'information de son parcours de soins en ville ou de la rupture de son parcours de soins. Est-ce que ça fait partie un petit peu des, je dirais, des développements que vous attendez pour, je dirais, diversifier et qualifier encore plus les informations dont vous disposez? Oui, tout à fait. On participe à un consortium sur un projet, d'ailleurs en lien aussi avec le Health Data Hub, les sociétés savantes de médecine générale pour aboutir à ce type de résultats, faire le lien ville-hôpital au final. Et c'est assez récurrent de déplorer qu'il y a des fois une rupture, on va dire, dans la chaîne. Exactement. Et alors, bien sûr, les données de santé, un entrepôt de données, c'est un outil. Il faut que les acteurs souhaitent cette coopération, mais c'est un outil qui rend potentiellement les choses beaucoup plus simples. Et ce projet qui donc Donc, va être avec le porté, collège de médecine générale, hein, si je ne m'abuse, et le voilà, Health Data Hub et à suivre. différents représentants. Voilà, je ne préfère pas les citer tous parce que j'en oublierai, mais D'accord. un projet extrêmement stimulant. D'accord. Merci David. Emmanuel, on vient d'entendre la présentation du projet du CHU Charles Nicolle à Rouen. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'intègre dans une stratégie globale sur la donnée, hein, pas simplement la donnée de santé, mais là, en l'occurrence, la donnée de santé à l'échelle de la région Normandie à travers le Data Lab. Alors, peut-être nous présenter ce qu'est le Data Lab et comment ce type d'initiative s'inscrit parmi d'autres dans votre stratégie de rendre accessible la donnée dans tous les domaines aux habitants de Normandie, si je ne m'abuse, et au-delà. Exactement, merci beaucoup. Donc effectivement, la région Normandie a impulsé et coordonne le projet Datalab Normandie qui vise effectivement à fédérer les compétences et les acteurs du territoire autour de la donnée. Donc c'est acculturer, sensibiliser autour des enjeux de la donnée en général, que ce soit les entreprises, les collectivités, mais également le citoyen, dans l'objectif de faire émerger des projets dans le but de créer des services numériques nouveaux au service des citoyens notamment par la donnée. Donc, le Data Lab Normandie est généraliste. Il accompagne l'ensemble des secteurs d'activité en Normandie. Et donc, effectivement, face à l'enjeu fort autour des données de santé et du niveau d'expertise et voilà, que ça nécessite, on a préféré travailler une approche partenariale pour accompagner les acteurs normands autour de la donnée de santé. Ce pourquoi on s'est rapproché du Health Data Hub et on a été ravis du coup que ce partenariat du coup, entre le Data Lab Normandie et le Health Data Hub puisse se conclure. Et c'est un partenariat duquel on est très content. Typiquement, parmi les actions qu'on a menées ensemble, c'est le lancement d'un appel à projet en janvier 2021, donc co-géré entre la région Normandie qui finance les projets, le Health Data Hub qui accompagne pas à pas les porteurs de projets normands, notamment des projets que pourrait citer David Mallet du coup du CHU de Rouen. Et typiquement, voilà, un des premiers apports, au-delà d'accompagner pas à pas les projets de santé. Et là, je vais aussi du coup me joindre aux remerciements accordés à Caroline Guillot. Ça peut paraître pas grand-chose, mais typiquement, c'est la première fois du coup que la région mettait en place un comité de présélection associant France Asso Santé et qui nous permettait de tenir compte des attentes et du retour des usagers pour choisir les projets que nous allions financer. Et c'est une démarche du coup qu'on a trouvée très intéressante et que nous allons donc reconduire. Donc typiquement, voilà, parmi les exemples. Et parmi l'autre exemple que citait également David Mallet, c'est effectivement de travailler plus loin la sensibilisation, l'explication, l'information des citoyens autour des enjeux de la donnée de santé. Donc une nouvelle fois, le Data Lab n'allait pas faire tout seul, s'adosse
effectivement aux gens qui savent faire, donc Elzatub et la CHU de Rouen pour cette action-là typiquement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller irriguer le territoire, assurer un bon maillage territorial en Normandie autour de cette information. Et donc, on va s'appuyer typiquement sur notre réseau Normandie Connectée qui réunit les espaces publics numériques et les tiers-lieux Normandie labellisés par la région pour justement aller au plus près des territoires, au plus près des gens, des Normands, souvent, en bonne partie, comme partout en France, encore des personnes éloignées du numérique. Et donc, on va venir auprès d'eux pour expliquer l'enjeu de la donnée numérique et là, en particulier, de la donnée de santé. Très bien, c'est très intéressant. David, un complément ou par rapport à ce que dit Emmanuel? Effectivement, le lien Data Lab Normandie et donc un établissement hospitalier est particulièrement fructueux et c'est vrai qu'on a l'habitude et on prend l'habitude d'échanger et que dans une région comme la Normandie où il y a à la fois des territoires comme ce soit donc la métropole rouennaise, Le Havre, Caen, mais aussi un certain nombre de territoires plus dans la ruralité, dans les difficultés d'accès aux spécialistes, la question du numérique en santé et de proposer un recours aux spécialistes. Alors, bien sûr, la télémédecine est un sujet à part entière. La téléexpertise, La pour le coup. téléexpertise, tout à fait. Et la région est un partenaire précieux pour organiser cela. Très bien. Merci à tous les deux. Jean-Louis Fraisse, vous allez nous parler d'une troisième initiative qui est donc Tous partenaires Covid. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Bonjour, merci de donner la parole à notre association. Donc, notre association, on l'a créée au début du Covid. C'est une association nationale avec deux besoins. À cette époque-là, on était un peu démunis face à la pathologie parce qu'on ne savait pas ce qui se passait trop. Et on avait deux types de questions. Des patients qui, après avoir eu le Covid, quand ils s'en étaient sortis, avaient encore des symptômes pendant un moment. Et en fait, ils n'osaient pas en parler, ils n'osaient pas le dire. Et du coup, l'association a permis de mettre des choses sur des mots sur des choses notamment. Et la réponse était aussi à une deuxième population qui était les professionnels de santé, dont je suis, et les médecins généralistes qui étaient complètement démunis parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur cette pathologie. Donc du coup, on a décidé de créer cette association dans lequel on retrouve aussi bien des patients que des professionnels de santé, mais que des chercheurs en sciences médicales, mais aussi en sciences sociales, et c'est important, on y reviendra. On a été très vite intégré au groupe de travail de l'HAS, parce qu'en décembre 2020, je rappelle que les pouvoirs publics ne souhaitaient pas parler de Covid long. On s'est d'abord accordé sur les mots. Alors, ça a d'abord été Covid prolongé. Alors maintenant, ça va, y compris la Caisse nationale d'assurance maladie, on peut parler de Covid prolongé et de Covid long. Et puis, évidemment, face à cette détresse et à cette méconnaissance de la maladie, on a mis en œuvre des e-questionnaires, c'est-à-dire qu'on a créé des questionnaires via des robots conversationnels sécurisés en données de santé, bien sûr, HDS, c'est marqué dispositif médical d'ailleurs, qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc là, plusieurs questionnaires, des questionnaires sur la maladie initiale, et ensuite des questionnaires réguliers en relançant les personnes avec leur accord, bien évidemment, sur les symptômes physiques et les symptômes psychologiques, avec des éléments importants sur les difficultés de reprise du travail, notamment chez les professionnels de santé qui sont aussi des populations très exposées. Et donc, du coup, évidemment, structuration des questionnaires, information. Et donc là, je me suis tourné vers Caroline du Elzatub parce qu'on s'est dit, une association de patients en construction, on a un peu l'habitude de faire de la recherche, mais là, on part de zéro, on est en train de créer une base de données et halte là, on essaie de rien oublier. Comment est-ce qu'on travaille avec la CNIL? Donc, on a travaillé en partenariat avec le Health Data Hub. Gérard Raymond de France Asso Santé est d'ailleurs à notre conseil scientifique. Et puis après, on s'est dit, évidemment, on a beaucoup de contributions. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 retours de patients. Donc, ce n'est pas neutre sur toute la France. Et on s'est dit, mais finalement, dans ce système de collaboration à la recherche sur la maladie, comment est-ce qu'on peut faire un retour rapide aux patients qui ont contribué
à mettre des données. Le partage de la donnée, c'est aussi le retour sur la donnée. Exactement. Et donc, du coup, on a décidé de mettre en place, avec l'Université de Dijon et l'équipe du professeur Callier, sur notre site Internet, sur lequel on trouve évidemment toutes les mentions légales qui permettent aux personnes d'avoir les renseignements nécessaires et d'ailleurs de demander de retirer les données. C'est ce qui est génial, c'est que ça ne nous est pas arrivé beaucoup, mais on a mis en œuvre d'abord tout un système au sein de l'association, d'écoute des patients, ça c'est sûr, mais d'accompagnement à l'outil numérique, parce qu'il a fallu apprendre en marchant, comme vous le disiez tout à l'heure, bien évidemment. Et puis aussi, il y a des personnes, très peu, une cinquantaine, qui ont voulu qu'on retire les données, ce qu'on a fait, bien évidemment. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de dire à ces personnes, on va vous faire un retour sur vos données. Et du coup, on a imaginé un système de disques sur notre site Internet, qui est touspartenairescovid.org, où là, quand un patient rentre son âge, son sexe et sa durée de maladie, il peut aller comparer ses symptômes à ceux de personnes qui ont répondu et évidemment qui ont ou pas les mêmes symptômes. Et du coup, ça a permis encore une fois d'objectiver tout ça. Donc aujourd'hui, on est en train évidemment de travailler en termes de recherche sur cette base de données. On va publier. On a publié sur des retours d'expérience qualitatives parce que du coup, sur les problèmes de reprise de travail, on a organisé des groupes de travail et là, on a publié sur les difficultés. Donc ça, c'est des sociologues qui ont publié là-dessus. Et là, on est en train de travailler avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour mettre en œuvre, là, cette fois, un questionnaire complètement anonyme d'orientation des patients Covid long. On va lancer la partie adulte avec, sur le site de la CNAM, des CPAM et, je l'espère, des ARS. On va lancer ce questionnaire d'orientation dans les 15 jours qui viennent, d'abord chez les adultes et ensuite chez les enfants. De l'expérience, de l'intérêt de l'expérience patient pour documenter précisément une nouvelle maladie, c'est ça, et peut-être au bout du compte avoir un objectif qui pourrait être politique, comme par exemple la reconnaissance d'une ALD ou complètement. Donc, on a été consulté évidemment dans ce travail sur la reconnaissance de l'ALD parce que évidemment, il fallait être juste dans cette affaire-là, c'est-à-dire objectiver les choses parce que derrière la reconnaissance en ALD, ça veut dire beaucoup de choses, y compris des dépenses financières pour la collectivité. Donc, il était nécessaire d'évaluer tout ça, ce qui a été fait. Et donc, on y est allé en effet avec des retours d'expérience et des données chiffrées par rapport à ces éléments-là. Définir un ALD, il faut définir un périmètre d'accès à cette ALD, notamment. Oui, il faut définir un périmètre d'accès. Complètement. C'est pas neutre. Merci Jean-Louis, c'est très intéressant. Gérard, on va passer avec vous avec un quatrième exemple, à travers un autre exemple territorial avec le GCS Hugo d'une part, donc que vous allez nous présenter brièvement. Et puis également le West Data Hub, dont le Health Data Hub est partenaire. Donc vous allez nous expliquer les finalités. Alors, je vais déjà rappeler que Hugo signifie Hôpitaux universitaires du Grand Ouest, créé en 2005. Alors, j'ai essayé de ne pas oublier de CHU, Orléans, Brest, Angers, Nantes, Rennes, Tours, et qui seront rejoints ensuite par l'Institut de cancérologie de l'Ouest de Nantes, du Mans et du CH d'Angers. La population couverte, 9,6 millions d'habitants, est équivalente à celle de la Hongrie et sa surface, qui correspond à la Bretagne, au Pays de Loire et du centre Val-de-Loire, représente 15% de celle de la France. Alors, pour West Hugo, la plateforme interrégionale des données de santé d'Hugo, le West Data Hub, en abrégé ODH, est une plateforme technologique pour les projets multicentriques menée par les établissements du GCS Hugo, donc qui intègre le CSE, comité scientifique et éthique, auquel donc, je participe en qualité de représentant des usagers ou représentant des associations de patients. Alors, les entrepôts des établissements sont constitués des centres de données cliniques qui contiennent les données de plus de 5 millions de patients, avec 6 millions de séjours, pour 1,3 milliard de données structurées. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est pas mal. Donc, données structurées, pour ne pas rester dans des termes génériques, sont des informations donc, facilement exploitables par les systèmes informatiques. Et ces informations-là
résultent des données collectées lors des hospitalisations ou des consultations. Toutes les données de soins sont déidentifiées, ne sont pas anonymisées, sont déidentifiées. Identifié, pardon. Voilà. Ouais. Donc, quand même, afin de préserver la confidentialité des personnes, et elles sont disponibles pour les équipes de recherche, et qu'elles soient publiques ou privées. C'est l'open source, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Afin de faire avancer la recherche médicale. D'accord. C'est compliqué de monter un projet ouvert comme celui-là par rapport à la population pour lui faire comprendre, ou ça passe plutôt bien si on prend le temps d'expliquer, Gérard? Alors, les discussions que j'ai eues avec les membres Ouais. de Hugo me disent qu'il y a très peu de refus de la part des patients au partage de leurs données. Ouais. Donc, effectivement, ça veut dire qu'à partir du moment où on explicite bien, il n'y a pas… Qui est informé et adhérent, je dirais, Oui, globalement. il y a une adhésion quand même assez large. Ouais. Ce qu'on retrouve, je crois, on a cité les CPP tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve Exactement. aussi dans les CPP. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on a échangé ensemble au téléphone, ce que vous m'expliquiez, c'est que c'est important de ne pas trop critiquer les structures publiques sur l'exploitation de la donnée, parce que globalement, si ce n'est pas piloté, orchestré par des groupements de coopération sanitaire avec l'appui du Health Data Hub, etc., c'est là qu'on ouvre la porte aux GAFA et autres multinationales de la donnée. Donc, on voit bien qu'on est dans un contexte de partage sécurisé de la donnée. Oui, et ça, c'est un petit peu un point qu'on retrouve à chaque fois. Quand on a des réunions lors des AG, les gens citent toujours les GAFAM. C'est ça, exactement. Parce que, on a évoqué tout à l'heure la valeur économique de nos données. Complètement. Ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire qu'on va venir me piller mes informations et après on va me les revendre. Ça passe un petit peu mal. Exactement. Donc, le partage des données, c'est un partage qui peut être aussi à l'échelon territorial, globalement. Est-ce que les associations sont bien impliquées, embarquées justement dans les projets de West Data Hub? Alors, moi, je suis dedans. C'est ça? Dans cette équipe-là. Je ne sais pas si un deuxième RU me rejoindra. D'accord. Nous sommes très sollicités. Oui. Ce sont des sujets qui restent quand même techniques. Bien sûr. Qui ne sont pas toujours faciles d'approche. Donc, c'est avec plaisir que je verrai bien un collègue me rejoindre. En tous les cas, oui, c'est ça. C'est globalement, vous avez le sentiment d'être pleinement associé à cette démarche collective. Il n'y a aucune réserve dans les documents fournis. Ouais. Je peux poser toutes les questions que je veux, même si elles sont… Parfois techniquement compliquées à… Oui, surtout sur le plan médical. Bon, bien sûr, moins de bien entendu. Sur le plan informatique, mais sur le plan médical, c'est forcément. pas là que je vais apporter une valeur supplémentaire. D'accord. Et alors, dernière question, Gérard. Le partenariat entre le Health Data Hub et West Data Hub, qu'est-ce que ça apporte justement selon vous? Alors, ils ont quand même, heureusement d'ailleurs, des relations. Ouais. Et puis, on a parlé des maladies rares. Il faudra bien étendre partout toutes nos bases de données. Exactement. Si on veut vraiment être efficace. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec ce qu'on a avec l'AFM, quand on parlait avec Caroline Stallins, on voit bien à quel point, effectivement, il y a des histoires de dimensions en cohorte de malades, notamment pour certaines pathologies qui sont absolument essentielles. Et donc, il faut avoir une vision ouverte et adaptée de l'ampleur du partage des données, si je comprends bien. Tout à fait. D'accord. Jean-Louis, vous vouliez réagir? Je voulais dire que par rapport au Health Data Hub, nous, en tout cas, tous partenaires Covid, le rêve qu'on aurait, ce serait de pouvoir héberger notre base de données au Health Data Hub. Ouais. Parce que, évidemment, ce serait, ça contribuerait à nous faciliter la vie en termes d'assistance légale et tout et tout. Et puis ensuite, en termes de partage avec les autres bases de données, aussi bien que ce soit le SNDS que les autres données, peut-être d'autres associations, si elles étaient là, moi, je trouve que ce serait extraordinaire pour la France. Ça. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'AFM, sur le croisement entre des données administratives et leurs données cliniques et d'expérience patient. Vous avez la même problématique. C'est-à-dire si vous pouvez croiser demain les données que vous avez sur les déclarations des patients Covid long,
avec des constats de parcours de soins, de C'est ça, remboursement, de c'est ça, nombre de de consultations. consommation de soins, de Et choses de comme ça. consommation de soins. On est en cours. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et on pourrait se dire que pour aller plus vite et mieux dans le respect du cadre légal et de la confiance des utilisateurs dont on parlait tout à l'heure, moi, je pense que le SDAT Hub est appelé à jouer un rôle majeur, vraiment majeur. Merci. Si vous en êtes d'accord, on s'arrête sur cette conclusion, en tous les cas pour notre échange à tous les 7. Merci à toutes et tous. Merci Emmanuel pour votre intervention à distance. Et puis, je vous laisse rejoindre la salle et je propose à Alban Praquin de me rejoindre, si vous voulez bien.